Hello les rocs, merci de nous accueillir pour ce tout premier numéro de Talk Rock. Cette émission est un prétexte formidable pour échanger avec des esprits brillants, des professionnels, des passionnés, bref, des personnes qui créent de la valeur dans la communauté. À l'Académie Rock, nous encourageons chacun à rêver, oser, créer. Et après avoir créé, à croire et à croître. Qui dit croissance dit progression. Qui dit progression dit cheminement. Qui dit cheminement dit voie. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la voie. On entend souvent dire qu'il faut trouver sa voie pour réussir dans la vie. Vaste programme, n'est-ce pas? Comment trouver sa voie dans un monde qui va à une allure folle, où les possibilités sont aussi nombreuses que brumeuses, constituant finalement un brouillard pour l'esprit, et dans un monde qui est challengé par des événements de toutes sortes, tels que le coronavirus qui nous a frappé cette année de plein fouet. Comment trouver sa voie? Comment savoir à quoi l'on est peut-être prédestiné? Comment savoir, comment identifier son but dans la vie pour avancer? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec une personne qui en sait tout un rayon sur le sujet. Alex Balogun, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en développement personnel et vous dites que vous êtes un stratège du progrès, n'est-ce pas? Alors un stratège du progrès qui réfléchit aux problèmes de la société, si je peux résumer ça ainsi, pour accompagner aussi bien les particuliers que les entreprises dans leur évolution, devrait nous éclairer sur une question primordiale, parce que si vous réfléchissez aux problèmes de la société, il y en a un qui est crucial. Je ne sais pas s'il faut l'appeler problème ou préoccupation, toujours est-il que trouver sa voie est capital. C'est votre discours. Je le partage, nous le partageons à l'Académie Rock, mais ce n'est pas toujours facile de le faire entendre, n'est-ce pas, à tout le monde. Et ma première question, pour aller au cœur du sujet, serait la suivante. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la société en arrive à restreindre la réussite à l'argent? C'est-à-dire que vous avez une grande majorité de la population, surtout au niveau des jeunes, qui est obnubilée par l'argent. Obnubilé uniquement par l'argent ou les possessions matérielles. À votre avis, pourquoi cette époque, celle que nous traversons, met autant l'accent sur l'argent? J'ai vu une image de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, quand il était au Nigeria, je pense récemment. Donc quand il était au Nigeria, il avait porté un t-shirt, un jean, et j'ai vu les Nigérians, ils ont placé sa photo à côté et la photo d'un Nigérian qui était en chemise, avec des chaînes, avec des chaussures. Et sur l'image, ils ont écrit que Mark Zuckerberg vaut des millions, des milliards. Mais l'apparence, c'est environ peut-être 200 ou 300 $. Très sobre. Oui. Mais de l'autre côté, sa valeur ne dépasse pas 500 000 $. Et tout ce qu'il porte fait environ 400 000 $. Donc, je pense que nous sommes dans un environnement qui valorise le matériel. Lorsque vous n'avez pas de voiture, on dit que vous êtes pauvre. Alors que c'est pas vrai. Et si Wole Soyinka, l'un des plus grands écrivains que ce monde ait connu, s'il n'a pas de voiture, il est toujours grand. Si Nelson Mandela n'a pas de maison, il est toujours grand. Mais notre environnement est axé, focalisé, centré sur la valeur, sur le matériel et sur l'argent. Déjà, ça commence à la maison. Lorsque les parents achètent un cadeau, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, cadeau de fête d'année, quelque chose, à leurs enfants, combien achètent les livres? Combien achètent des contenus de valeur? Mais plutôt, on achète des habits, on achète des chaussures. Donc, cette éducation, ça veut dire que déjà, ça ramène l'enfant à penser que quand quelqu'un m'aime, il me donne du matériel. Quand quelqu'un m'aime, il me donne des chaussures. Ce qui fait que aussi, nous avons des problèmes au niveau des femmes qui pensent que si tu m'aimes, donne-moi des cadeaux. Si tu m'aimes, achète-moi des choses. Donc, ça commence déjà à la maison. Ce que vous dites est profond, c'est-à-dire qu'on serait face à un mal qui est enraciné dans la culture ou en tout cas dans les pesanteurs socioculturels. Exactement, exactement. Où on est dans notre environnement, on interprète le succès par le bien matériel. Et ce qui fait qu'un jeune peut avoir un portable qui lui coûte 500 000 alors qu'il n'a pas une entreprise et il dit je cherche l'argent pour créer mon entreprise. Absolument, c'est vrai. Et ça me rappelle justement des questions qui me reviennent assez souvent lorsque je vais donner des formations ou des conférences et que je pose la question suivante aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie
qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Où vous voyez-vous dans 10 ans? J'entends souvent cette réponse et ça me fait sourire. Je veux être riche. Enfin, déjà, ce n'est pas un métier, n'est-ce pas, on est d'accord, ce n'est pas une profession, ce n'est pas une vocation non plus, mais il y a un genre de distorsion dans la perception des jeunes et c'est assez difficile aujourd'hui de parler à des plus jeunes et de leur dire qu'il est primordial de trouver leur voie. Comment parviendriez-vous à faire entendre raison, si je peux le dire ainsi, à un jeune? Votre vie à vous-même déjà est un témoignage, n'est-ce pas, de ce qu'en trouvant sa voie, on peut se réaliser. Parce que je rappelle pour les gens qui nous suivent et qui ne le sauraient pas, que vous venez quand même de loin, vous avez traversé des épreuves assez difficiles. Personnellement, vous nous en parlez un peu. Mais on peut considérer que c'est un cas isolé. Comment vous pourriez convaincre un jeune aujourd'hui de lui dire, écoute, petit frère, petite sœur, ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà de te poser et d'essayer d'identifier ta voie. Moi, je le vois bien, vous regardez et dire, oui, c'est bien beau, mais non, je veux de l'argent. Vous parliez du portable, n'est-ce pas? Par exemple, comment vous pouvez convaincre un jeune? D'abord, il faut comprendre que personne ne s'est créé. Personne n'a décidé de venir ici. Et c'est comme nous avons été créés par Dieu, par quelqu'un, et qui, bien sûr, a établi une voie pour chacun de nous. Et en voulant établir cette voie, à déposer des outils en nous pour pouvoir occuper cette place. Si je vous envoie à la guerre en tant que pays, en tant que soldat, je vais vous équiper. Donc chacun de nous a été équipé pour occuper une place donnée. Un jeune et qui se dit je veux de l'argent, c'est la chose la plus importante pour moi. J'ai l'habitude de dire, étant anglophone, que if you follow money, you end up mourning. Yeah. Oui. Tu suis l'argent, tu deviens l'esclave de l'argent et demain dans ta vie, tu finiras par regretter. Parce que normalement, l'argent, tu ne devrais pas courir derrière l'argent. Non, c'est l'argent qui doit courir derrière toi lorsque tu te découvres. Exactement, c'est une conséquence. Oui, c'est une conséquence. Il y a ce qu'on appelle l'être et la voix. Oui. Dans 10 ans, qui je veux devenir, pas qu'est-ce que je vais avoir. Mais les gens sont focalisés sur ce qu'ils veulent avoir. Alors qu'il y a celui que tu dois devenir pour avoir ce que tu dois avoir. Donc, les gens doivent se focaliser sur eux et non ce qu'ils veulent avoir. Oui, tu veux de l'argent. Après 10 ans, tu as 10 millions de dollars ou tu as 10 millions de francs CFA. Et après 10 ans, est-ce que tu auras toujours l'argent? Est-ce que l'argent restera? Parce qu'on a connu beaucoup de ex-riches. Bien sûr. Moi, je comprends tout à fait, je partage cet avis, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, et là on doit apporter de la lumière, c'est que ce n'est pas facile pour tout le monde de le percevoir. Parce qu'on a des pesanteurs socio-culturels, on en parlait un peu tout à l'heure, qui sont très fortes. Le lien entre la mission terrestre et l'aisance matérielle n'est pas toujours garanti. Parce que je suis de ceux qui pensent, et je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'on peut avoir une mission qui ne nous amène pas forcément à l'opulence. Je ne dis pas qu'on peut avoir une mission qui nous garderait dans la pauvreté. Mais on peut avoir une mission qui a une teneur beaucoup plus forte d'un point de vue social ou d'un point de vue leadership, sans que tout le monde soit multimilliardaire, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Tout le monde dit « je veux être milliardaire », comme si c'était un aboutissement. Connaissant nos environnements, connaissant les pesanteurs qu'on a en famille, dans les groupes d'amis, lorsqu'on finit d'étudier, que ce soit après le bac ou l'université, c'est assez difficile, n'est-ce pas? Vous-même d'ailleurs, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a permis, d'un point de vue mental, d'être un roc, si je peux m'exprimer ainsi? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir lorsque vous êtes parti de chez vous, après un conflit, je pense, familial, une mésentente avec votre père, qui vous a donc mené, cette mésentente vous a mené à prendre votre indépendance de façon prématurée, à vous retrouver dans des conditions très difficiles, à survivre même, pour le dire ainsi. Qu'est-ce qui vous permettait de tenir pendant ce temps? Qu'est-ce qui vous faisait croire que vous aviez un grand destin et qu'il y avait des choses à réaliser? Pour ne pas le lâcher, pour parler simplement, comment faisiez-vous? Merci. Pour être plus explicite, j'avais dit à mon père que je voulais voyager, que je voulais aller en Allemagne. Et il avait commencé les démarches, il a dépensé pour cela. Et après un moment, il dit que ça ne marche pas. J'ai dépensé de l'argent, donc tu as pris ta part d'héritage. J'avais 19 ans et c'est comme ça, je me suis retrouvé dans la rue. Et il dit, je ne veux plus te voir, je ne veux plus rien avoir avec toi.
Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai dû survivre. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait? La toute première chose, c'était que moi, je prends toujours les situations, les défis, je prends toujours les situations de la vie, les difficultés de la vie comme un défi. Donc, j'ai pris ça comme un défi et je me suis dit que mon père, un jour, va regretter ce qu'il a fait. Et pour lui payer, pour lui rendre ça, je devais réussir. Donc, c'était ma motivation pour réussir dans la vie. Et quand je travaillais dans la toilette publique, et je nettoyais la toilette et que je dormais à l'intérieur de cette toilette, j'avais dans mon cœur que je dois réussir. Je suis anglophone, mais je parle français. Ouais. Et la plupart du temps, les gens n'arrivent même pas à cerner si je suis francophone ou anglophone. Et ce désir de comprendre la langue, ce désir de perfectionnement venait parce que je dois réussir. Je passe aussi aujourd'hui sur presque toutes les chaînes de télévision. Pourquoi? Parce que j'avais ce désir de réussir. Je voulais que mon père me regarde à la télé. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce qui me tient à aller en haut, parce que cet objectif est réalisé depuis. Donc, à un niveau donné, j'ai vu que je ne devrais pas, ça ne devrait pas être mon objectif pour réussir. Exactement, c'est ce que mais j'avais posé comme question. Ah, d'accord. C'était important au départ. Parce que je ne savais pas ce qu'était tourner sa voix, tout ça. Bien sûr. Oui. Donc, c'était important au départ. Ça m'a aidé quand même. C'était comme une boussole. Donc, mais après, j'ai compris que j'ai un destin qui est au-delà de ce que mon père m'a fait. Ça a été un peu, on va dire, un genre de ressort, cette situation. Exactement. Donc, la mésentente, finalement, si je comprends bien, s'est transformée en source de motivation. Merci. Pas s'être transformé, je l'ai transformé. En source de motivation. Oui. Ça veut dire que les difficultés devraient être transformées, en tout cas prises par les gens qui les vivent, comme un trampoline, comme un ressort, pour pouvoir aller plus haut. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Comme on le dit en anglais, when you are rejected, rejection is a proof of redirection. Yeah. Lorsqu'on vous rejette quelque part, ça ne veut pas dire d'arrêter. Ça veut dire simplement qu'il faut voir autremment. Regardez la femme qui a écrit le livre Harry Potter, J.K. Rowling, et qui a rédigé le livre. Elle est allée dans la première maison d'édition, rejetée, 3e, 4e, 10e rejetée. C'est la 14e qui a accepté. Exactement. Mais si elle avait accepté le rejet pour dire ça a été rejeté, ça n'a pas de valeur, parce que des fois quand c'est rejeté, ça veut dire que la personne ne connaît pas la valeur de ce que vous avez. Et là, ça veut dire chercher celui qui connaît la valeur de ce que vous avez. Vous êtes au-delà de la valeur que les gens perçoivent. C'est le cas que vous évoquez revient assez souvent dans les succès populaires de notre époque. Quand on prend le cas de Jay-Z, par exemple, qui aujourd'hui est porté en idole dans le monde de la musique et du showbiz, il a cherché une maison de disques au départ, mais vainement. Il est passé par toutes les majors, personne ne voulait le signer, et il a pris le pari de parier sur lui tout simplement. Si je peux me permettre la tautologie, il a créé son label, Rockefeller Records, il s'est autoproduit et quelques années plus tard, puisque le succès était là, il a revendu le label à je ne sais plus combien plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça vient attester encore une fois de ce que vous dites est puissant. Il ne faut pas considérer l'échec ou le rejet comme un frein, mais comme une opportunité pour rebondir. Merci. Très bien. Je pense que vous avez un mental de rock et que ça va inspirer ceux qui nous regardent. Alors, les gens sont, pour la plupart, malheureux. Et je pèse mes mots. De la petite expérience que j'ai. Quand je dis que les gens sont malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le conformisme, n'est-ce pas? Ce que la société veut qu'on fasse. Tu iras à l'école. Quand tu auras fini et que tu auras un diplôme, tu vas chercher un travail, tu vas épouser quelqu'un, faire des enfants, travailler sagement, avoir ta jolie petite vie, et à la fin, tu vas mourir tranquillement. Donc, il n'y a pas cette idée qu'on a avec vous dans votre discours, cette idée d'impacter sa génération, de laisser quelque chose aux autres. On a l'impression qu'on nous met dans des cases et qu'on nous dit « vis ta petite vie, et puis quand tu seras mort, c'est bon, tu continueras ton chemin ». Et quand vous creusez un petit peu, que vous parlez avec les gens, même ceux qui réussissent en apparence, c'est-à-dire qu'ils ont les apparats du succès, donc tout ce qui brille, qui est un peu chatoyant, au final, ils vous disent « Ah, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce dans mon puzzle, il y a un vide, il y a ceci, il y a cela. » Est-ce que finalement, on est donc dans une société de l'usurpation et comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance?
D'abord, comment est-ce qu'on peut amener le maximum de personnes à comprendre que l'environnement ne devait pas décider pour leur vie. C'est ça. Ils doivent apprendre à décider pour leur propre vie. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes là, ils acceptent tout ce que l'environnement leur jette. Ouais. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une case, c'est une cage. Et les gens vivent dedans. Et tout est comme si c'était télécommandé. Va à gauche, va à droite, fais ça et fais ça. Et après, c'est le regret. Après, c'est dit, j'ai de vide en moi, je n'arrive à combler ce vide. Ma vie, c'est comme si je l'ai gaspillé. On l'écoute tout le temps, surtout à cause de mon métier. Je rencontre des gens qui ont même fait de l'argent, beaucoup d'argent, mais se rendent compte aujourd'hui que l'argent qu'ils voulaient avant, aujourd'hui, ils ont l'argent, mais ça ne répond pas toujours à ce vide qui est en eux. Donc, ils se demandent, mais qu'est-ce qui reste? Parce que ce qui reste, normalement, ne devait pas être ce qui reste, mais devait être l'essentiel. Donc, l'essentiel a été raté depuis le départ. C'est la faute à qui? C'est la faute, on l'a dit, à la société. Est-ce que c'est la faute aux parents aussi, quelque part? Oui, on dira la faute d'abord, c'est au niveau de notre environnement, au niveau de la société. Et quand je parle de la société, je parle en même temps des parents. Ouais. Qui sont des fois, ou la plupart du temps, aveugles par rapport au potentiel de leurs enfants. J'ai vu un monsieur qui était, un monsieur assez âgé quand même, mais qui avait un fils. Il a constaté que son fils, depuis qu'il était petit, avait l'habitude de taper sur la table guéridon. Il a cassé. Et un jour, il a commencé encore sur la télé, il dit, ok, je comprends. Il a amené, il a donné un coach qui a commencé à le coacher, et le petit est devenu un musicien après, professionnel à l'âge de 9 ans déjà. Ah wow. Parce que son père a su identifier. C'est ça. Mais dans notre environnement, d'abord, on n'identifie pas. Deux, quand on remarque, on tue. Tais-toi, l'adulte, ce sont les adultes qui parlent. Ça, ce n'est pas un métier. Ça, ce n'est pas un métier. C'est pas une profession, ça. Dis maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Mais petite parenthèse, que vous a dit votre père la première fois quand vous lui avez dit je vais être orateur, ou je suis orateur, ou je vais être comédien, parce que j'ai fait mes petites recherches et je sais que vous êtes un passionné de cinéma. Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu la première fois? Oui, pour mon histoire ou mon expérience est assez particulière, parce que je n'ai jamais eu une discussion vis-à-vis de ma profession ou ma carrière avec mon père. Okay. Oui, mon père, c'est quelqu'un qui sort, qui revient le soir, vous avez mangé, il va dormir. Je n'ai jamais eu cette occasion de discuter avec lui, même si je l'ai voulu. Donc, la plupart des réponses qu'on entend souvent ou les actions que les parents posent, c'est qui tue ce qu'est l'enfant. Parce que la plupart du temps, votre talent s'exprime déjà depuis que vous êtes petit. Oui, ça parle, ça s'exprime. Mais si l'environnement ne sait pas accueillir cela, l'environnement n'est pas prêt pour accueillir, pour nourrir ce potentiel en vous. Vous avez des gens qui sont des communicateurs aujourd'hui, mais qui, depuis bas âge, ont été, cette habitude de communication a été tuée en eux. Parce qu'on a découragé ça. Tu ne dois pas parler tout le temps. Tais-toi. Lorsqu'on dit tais-toi à l'enfant chaque fois, qui est un communicateur? Imaginez ce qui se passe. Donc, il y a un problème dans notre environnement. Donc, l'environnement aussi ne célèbre pas que certains métiers. Si ce n'est pas tel métier ou tel métier et tel métier. Mais celui à qui vous dites ça et qui choisit le métier que vous lui imposez, après, finira par regretter. J'ai entendu des gens de 50 ans dire, j'ai gaspillé ma vie. 50 ans. J'ai gaspillé ma vie. Comment est-ce qu'on peut gaspiller 50 ans? Comment est-ce qu'on peut passer 45 ans de sa vie et dire, je l'ai vécu pour rien? Alors que, pas que la personne n'a pas travaillé, hein, il a travaillé, mais qu'il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Oui, il y a un sentiment de manque. Exactement, ouais. Au fond de lui. Et c'est grave. Et c'est ce que nous vivons. Hein. Maintenant, moi, ma mission personnelle, c'est d'aider les gens à trouver leur voie, de les mettre sur la bonne voie et de leur donner surtout les principes qu'il faut pour pouvoir réussir sur leur voie. Votre mission, c'est d'aider les gens à trouver leur voie. Je crois que nous gagnerions aussi dans nos sociétés à éduquer les parents. Les parents, aujourd'hui, ce sont les gens de notre âge, de notre génération. Nous avons Internet, nous avons accès à
de l'information de toutes parts. Nous gagnerions à éduquer les parents parce que vous parliez justement de cette habitude qu'on a chez nous de tuer. Oui. Tuer le talent ou tuer la passion, même dans l'œuf. Oui. Peut-être, je dis bien peut-être, que les parents n'ont pas toujours l'information qui est la bonne. Vous mettez souvent le doigt sur les différentes formes d'intelligence qui permettent d'identifier un talent ou en tout cas d'avoir des pistes. Comment est-ce que moi, je fais si je ne sais même pas qu'il y a X formes d'intelligence et que si mon enfant tape sur le guéridon, finit par le casser, qu'en fait, ça devrait être une piste pour moi plutôt qu'un événement qui suscite de la colère. Comment je fais pour savoir si cet enfant qui est tout le temps en train d'imiter des personnages qu'il voit à la télé et qui porte les robes de sa mère, qui fait le pitre, si cet enfant en fait essaie d'exprimer un talent que nous n'arrivons pas à déceler, comment je fais si je ne le sais pas et je pense qu'en fait c'est un pitre et qu'il fatigue tout le monde parce qu'il est trop bavard, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à exploiter là également et c'est une des raisons d'être de notre plateforme, n'est-ce pas, à l'Académie Rock. Nous avons pour vocation de démocratiser le savoir pour permettre à chacun de libérer son potentiel. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous pour avoir plus d'informations sur cette question qui est capitale et qui revient souvent. Les gens disent, je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie, je ne sais pas par où commencer. C'est un processus qui paraît long. En quelques mots, j'aimerais que vous puissiez nous dire par où on commence. Parce que pour moi, c'est comme labourer un champ de 1000 hectares. Quand vous dites à quelqu'un, il faut que tu trouves ta voie, il dit, oui, d'accord, c'est une belle phrase, mais je fais comment? Quels sont les outils pour parvenir justement à identifier ses talents, ses objectifs, son but, sa mission de vie? Le talent, c'est ce qui vous vient naturellement. Oui, pour moi, c'est la communication, c'est parler, c'est échanger avec les gens, c'est parler devant un public. Et donc, qu'est-ce qui vous vient naturellement? Calculer, compter, chanter, courir, écrire. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Quelle est cette chose que quand vous faites, ça émerveille les autres? Et ça apporte surtout une solution aux problèmes des autres ou ça apporte un confort. Pour quelqu'un, c'est la comédie. Oui, on va pas tous porter les cravates. Donc, pour quelqu'un d'autre, c'est la comédie. Pour quelqu'un d'autre, c'est... Donc, quel est ce talent que vous avez? Et surtout, les gens apprécient ça déjà chez vous. C'est vous qui, peut-être, vous ignorez ça. Et la plupart du temps aussi, on se dit, c'est juste quelque chose que je fais. C'est juste quelque chose, c'est peut-être votre métier. Moi, ma grand-mère avait l'habitude de me dire quand j'étais très petit, elle me disait, toi, tu seras un avocat parce qu'on ne t'attrape jamais. Tu as toujours des manières de tourner. Vous êtes un petit roublard. Oui. Donc, elle me disait que tu seras un avocat. Donc, je pensais que, donc, c'est déjà une piste. Parce que c'est dans ce qu'on appelle l'intelligence linguistique. Dans l'intelligence linguistique, c'est la capacité de parler, la capacité de convaincre, de se défendre. Donc, ma grand-mère voyait ça et disait que tu seras un avocat. Donc, imagine, si j'avais déjà dès l'âge qu'elle a dit ça, j'ai pris cette voie. Au moins, j'allais développer les aptitudes et la capacité de convaincre et de communiquer. Mais la plupart du temps, c'est négligé, comme ça a été aussi négligé chez moi, parce que même si elle a dit ça, après je voulais devenir comptable, après je voulais devenir, donc il y a tout ça. Les métiers classiques. Oui. Donc je pense que c'est important d'identifier d'abord son talent. Oui, ce qui nous vient naturellement, ce qu'on fait. J'ai l'habitude de dire, il y a quelque chose que tu sais faire que personne ne peut faire. Même si quelqu'un peut faire ce que tu peux faire, personne ne peut faire ce que tu peux faire de la façon dont tu peux le faire. Ah, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez le redire, s'il vous plaît? Je dis, il y a quelque chose que tu sais faire que personne ne peut le faire. Même si quelqu'un peut faire ce que tu peux faire, personne ne peut faire ce que tu peux faire de la façon dont tu peux le faire. C'est pas mal ça. Je pense qu'on devrait l'apprendre par cœur et soit se le dire tous les matins ou soit le dire aux enfants pour les aider à gagner beaucoup plus d'avoir plus de confiance en eux-mêmes. Et surtout d'identifier cette chose. Oui. Chacun de nous a quelque chose déjà qu'il sait faire, mais qu'on ignore ou qu'on néglige. Des fois, on se dit, ce n'est pas un métier. Des fois, on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Des fois, on se dit, est-ce que je vais laisser mon master en ceci et aller m'engager, dire, je vais devenir, par exemple, j'ai connu quelqu'un, une femme d'ailleurs, et qui est en gestion de ressources humaines dans une entreprise, mais en réalité, elle est animatrice.
D'accord. C'est sa personne, ça. Ouais, ouais. Et à l'église, c'est ce qu'elle fait. Mais au boulot, toute la semaine, elle fait ce qu'elle n'aime pas. Donc elle n'est pas elle-même, elle porte un masque pour aller travailler. Pour aller travailler. Et c'est la situation que beaucoup de personnes vivent. Mais je pense qu'avec l'Académie Rock, ça doit s'arrêter. Ça va s'arrêter. En tout cas, nous ferons le maximum pour aider ceux qui le désirent véritablement à identifier un peu mieux leurs talents, à avoir des pistes pour pouvoir avancer dans la vie. Nous allons produire du contenu encore et encore pour aider les uns et les autres à libérer leur potentiel. Encore une fois, c'est véritablement le credo de l'Académie Rock. Et c'était donc une évidence pour nous de travailler ensemble pour créer une formation, une masterclass qui va vous permettre d'identifier vos différentes formes d'intelligence, qui va vous permettre de situer un peu mieux votre objectif de vie, qui va vous permettre de prendre conscience de votre unicité, parce que chacun de nous est unique. Et le coach Alex Balogun a l'habitude de dire que chaque objet a une fonction, c'est ça, hein, oui. N'est-ce pas? Que chaque objet a une fonction, et chacun de nous également a une fonction sur Terre. Quelle est notre mission? Que devons-nous faire? Que devons-nous accomplir? Nous avons créé une masterclass spécialement pour vous aider à identifier cela, pour vous donner des pistes, vous mettre sur la voie et vous permettre de vivre de façon épanouie. La réussite, c'est un équilibre entre ce qu'on appelle la réussite sociale, la réussite conjugale, la réussite financière, etc. C'est un mélange et le but, c'est d'obtenir quelque chose d'équilibré, de plus ou moins équilibré. Cette masterclass est disponible pour vous. On dit souvent que celui qui sait d'où il vient, sait où il va. Et il me plaît d'ajouter que celui qui sait où il va trouve secours et moyens en chemin. C'est donc pour vous aider à identifier votre forme d'intelligence, à connaître vos objectifs, à prendre conscience de votre unicité que nous avons créé cette masterclass. Trouver sa voie pour réussir sa vie. Lorsque vous obtiendrez vos codes d'accès à cette formation, vous pourrez regarder les différentes vidéos autant de fois que vous le souhaitez, ou que vous soyez depuis votre ordinateur ou depuis votre portable. Et vous aurez également la possibilité d'échanger avec d'autres apprenants qui, dans la communauté thématique, partageront leur expérience, pourront donner leurs avis. Le but, c'est de créer une communauté thématique dans la communauté Rock qui vous permette les uns les autres de vous tirer vers le haut. Cette formation est pour vous. Profitez des différents avantages qui sont offerts en s'inscrivant à cette formation. Profitez de toute la valeur et de tout le contenu que M. Balogun Alex apporte et de toute la passion qu'il a intégrée dans cette masterclass pour libérer votre potentiel. Alex Balogun, merci. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux de l'Académie Rock. Retrouvez-nous également sur www.academyrock.com pour suivre notre actualité et profiter des différents contenus que nous mettons en ligne. Merci encore, à très bientôt et en attendant qu'on se revoie, prenons soin de nous, de notre corps et surtout de notre mental. Soyons rock.